Le deuxième jour de notre mariage, je n'ai pas servi le dîner à ma belle-sœur, qui était collée à son téléphone, et mon mari m'a immédiatement giflé au visage. J'ai instantanément claqué la cuillère de service à côté de la marmite de ragoût de bœuf chaud, et d'une voix glaciale j'ai dit, si quelqu'un dans cette maison ose encore poser un doigt sur moi, je transformerai cet endroit en scène de crime. J'étais belle-fille dans cette maison depuis moins de 2 jours, mais je comprenais déjà tout. Certains mariages ne mettent pas des années à révéler leur vraie couleur. Il ne faut qu'un dîner, un regard, un mot apparemment insignifiant pour arracher le vernis des douces promesses, les exposant comme rien de plus qu'une fine couche de culpabilité bon marché. Ce soir-là, l'atmosphère de notre mariage flottait encore dans la maison coloniale à 3 étages d'une rue calme dans une banlieue riche de Chicago. Dans le salon, les bannières, juste mariés, et les cartes de félicitations n'avaient pas encore été enlevées. Les arrangements floraux dans les coins commençaient à faner, mais dégageaient encore un léger parfum doux. J'étais debout dans la cuisine, tenant une lourde cocotte en fonte remplie de ragoût que je venais de retirer du feu. Des gouttes de sueur s'étaient formées sur mon front. La table de la salle à manger était presque mise. Il ne restait plus qu'à sortir les assiettes et les couverts. Dans la salle à manger, mon mari David était assis en bout de table. À sa droite se trouvait sa mère, Linda, et à sa gauche sa jeune sœur, Tiffany. Tiffany était assise les jambes relevées sur sa chaise, les yeux rivés sur son iPhone. Elle avait un AirPod dans l'oreille, regardant une émission de télé-réalité ou TikTok. Des rires enregistrés perçant de son téléphone résonnaient occasionnellement dans le dîner familial, me grattant les oreilles et provoquant une irritation silencieuse. Au moment où j'ai posé la lourde marmite sur un dessous de plat au centre de la table, la voix froide et tranchante de David a retenti. « Allison, es-tu aveugle ?» J'ai figé et me suis tourné vers lui. Le visage de David s'était assombri, ses sourcils froncés comme si j'avais commis un crime impardonnable. J'ai demandé, en essayant de garder une voix stable, « Qu'y a-t-il, chérie ?» David a pointé Tiffany du doigt. « Tu ne vois pas que Tiffany est assise ? Tu ne peux pas lui servir une assiette ?» J'ai suivi son regard. Tiffany était assise juste à côté de l'endroit où j'avais posé la nourriture. Il lui suffisait de tendre la main pour se servir, mais elle restait complètement détachée. Ses pouces défilaient sur l'écran comme si rien de ce qui se passait dans la maison ne la concernait le moins du monde. J'ai dit lentement, la marmite est juste à côté de Tiffany. Je pense qu'elle peut se servir elle-même. David a claqué sa cuillère sur la table. Le claquement sec a figé l'air dans la salle à manger. Tu penses ? Il a tordu ses lèvres en un sourire sarcastique. Tu es dans cette maison depuis 2 jours. Et tu argumentes déjà avec moi en disant, je pense. Je l'ai regardé et quelque chose en moi a commencé à bouillir lentement. Juste hier, cet exact même homme m'avait tenu la main devant tous nos invités, amis et famille, promettant de me respecter, de m'aimer et de construire une belle vie avec moi. Et aujourd'hui, pour une seule assiette de nourriture, son ton avait changé comme si nous étions des étrangers absolus. Ma belle-mère est intervenue doucement. Sa voix, comme toujours, était gentille. Allons, allons, vous venez juste de vous marier. La pauvre fille n'est pas encore habituée à notre façon de faire ici. Allison, ma chérie, sers un bol de ragoût à ta sœur. C'est comme ça que nous faisons ici. La femme s'occupe de la famille. C'est normal. Elle parlait doucement, mais son regard était tout sauf ça. C'était le regard de quelqu'un habitué à donner des ordres avec une telle douceur que refuser semblait impossible. J'ai mordu ma lèvre, pris un bol, et j'ai d'abord servi Linda. Elle l'a pris, a hoché la tête et donné un sourire à peine perceptible. Oui, c'est la belle-fille domestiquée dont j'ai besoin. Puis j'ai servi David et placé le bol devant lui. Son expression s'est légèrement adoucie comme s'il venait de gagner une petite mais très satisfaisante partie d'échecs. Quand j'ai placé le bol devant Tiffany, elle l'a regardé et a froncé les sourcils. C'est tout. Je meurs de faim. J'ai levé les yeux pour la regarder. Elle l'a dit si naturellement, comme si j'étais né pour satisfaire ses moindres caprices. J'ai repris le bol et ajouté une demi-louche supplémentaire. Ce n'est qu'alors que Tiffany a offert un sourire condescendant. Merci, sœurette. Mais ses yeux n'ont jamais quitté son téléphone. Je me suis assise à ma place. La nourriture devant moi fumait encore, mais une boule s'était soudain formée dans ma gorge. Tout le monde a commencé à manger. David a pris une bouchée de bœuf, a mâché et a rendu son verdict.
La prochaine fois que tu cuisines, n'utilise pas autant de sel. Ma famille n'aime pas la nourriture salée. Ma famille n'aime pas la nourriture fade, ai-je répondu calmement. Eh bien, tu n'es plus dans ta famille, a-t-il rétorqué. Un moment plus tard, Linda a repris la parole. Allison, combien de jours de congé as-tu pris pour le mariage? 10 jours plus 2 week-ends, donc 14 au total, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Eh bien, ce n'est pas mal. Pendant ces 2 semaines, tu peux t'installer dans la maison et apprendre à gérer les tâches ménagères. David va bientôt retourner au travail. Je ne rajeunis pas, et Tiffany est encore occupée avec son master. Il semble que toutes les tâches domestiques vont retomber sur tes épaules. J'ai levé les yeux. Oui, mais quand mes congés seront terminés, je dois retourner au travail. Mon équipe est en plein lancement d'un gros projet. Je ne peux pas m'absenter longtemps. La cuillère de David s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il m'a regardé. Retourner au travail. J'ai été surprise. Oui, nous en avions parlé avant le mariage. David a ricané. Avant le mariage était avant le mariage. Maintenant tu es ma femme. Les choses doivent être différentes. J'ai distinctement entendu mon cœur sauter un battement. Que veux-tu dire? Il s'est adossé à sa chaise. Sa voix était d'une indifférence glaciale. Je veux dire que je veux que tu donnes ta démission dans 2 semaines. Soit tu passes à un poste à temps partiel peu stressant, soit tu démissionnes complètement. Reste à la maison et occupe-toi de la famille. Ma mère vieillit. Tiffany à l'école. J'ai un travail corporate très stressant. Cette maison a besoin d'une femme qui sait s'occuper des choses. Je l'ai regardée, stupéfaite, pensant avoir mal entendu. Tu me dis de démissionner? David a répondu calmement, oui, ton travail est fait d'heures supplémentaires constantes. Tu rentres tard. Ce n'est pas approprié pour une femme mariée. Quel genre de vie de famille est-ce? J'ai posé mes couverts. Mes mains étaient froides. J'ai consacré 5 ans à cette carrière. Je suis sur le point d'être promu chef d'équipe. Pourquoi essaies-tu soudain de me forcer à démissionner? Avant que David puisse répondre, Tiffany est intervenue, tenant toujours son téléphone. En fait, je pense que David a raison. Une femme, une fois mariée, devrait se concentrer sur son foyer, pas disparaître toute la journée au bureau. Qui va cuisiner? Qui va s'occuper de mon frère? Qui va avoir et élever les enfants plus tard? Je me suis tourné vers elle. Elle avait l'air si jeune, avec un maquillage à la mode et des ongles artistiques. Pourtant les mots sortant de sa bouche étaient imprégnés de stéréotypes étouffants dépassés. Linda a ajouté lentement, ne pense pas que je suis vieux jeu, ma chérie. Mais le vrai bonheur d'une femme réside dans une famille solide et un foyer chaleureux. Peu importe à quel point ta carrière est bonne, si tu ne peux pas créer de la chaleur à la maison, tu ne seras pas heureuse. J'ai senti les coins de mes lèvres trembler. J'ai essayé de parler calmement. Je n'ai jamais cru que carrière et famille sont mutuellement exclusives. Je peux trouver un équilibre. David a laissé échapper un rire froid. Comment vas-tu le trouver? En serrant ton ordinateur portable toute la journée, en partant tôt et en rentrant tard. Allison, laisse-moi être franc. Cette maison n'a pas besoin d'une femme qui socialise constamment. J'ai besoin d'une femme qui sait s'occuper de son mari, prendre soin de sa belle-mère et connaît ses devoirs. Ces 2 mots, ses devoirs, sont tombés sur la table comme des pierres lourdes. J'ai levé les yeux vers l'homme en face de moi. C'était le même visage auquel j'avais fait confiance, l'homme que je considérais comme mon roc pour le reste de ma vie. Mais juste un jour après notre mariage, le masque de tendresse s'était fissuré, révélant un étranger froid, dominateur et tyrannique. J'ai pris une profonde inspiration et entendu ma propre voix, calme mais cristalline. Et si je refuse? Un silence est tombé sur la table. David m'a fusillé du regard. Ses yeux ont commencé à s'assombrir. À ce moment-là, j'ai su que ce dîner n'était plus juste un dîner. L'atmosphère est devenue épaisse. J'ai regardé David et il m'a regardé en retour comme si j'avais commis un péché impardonnable. 1 minute plus tôt, j'essayais encore de me convaincre que c'était juste notre première dispute après le mariage. Que si j'expliquais clairement les choses, il comprendrait.
Mais ses yeux me disaient que la compréhension n'avait jamais été sur la table. Il voulait juste une soumission absolue. David a posé ses mains sur le bord de la table. Sa voix était comme de la glace. Si tu refuses, tu devras juste faire avec. Je l'ai déjà dit. Cette maison ne tolérera pas une femme qui disparaît du matin au soir, négligeant son mari et sa famille. J'ai serré ma fourchette plus fort. Je n'ai négligé personne. Je veux juste continuer à travailler. Avant le mariage, tu disais que tu respectais ça. David a ricané. Tu as vraiment cru tout ce qui a été dit avant le mariage? C'était alors. C'est maintenant. Ces mots étaient comme une gifle invisible en plein visage. Je pouvais entendre mon cœur battre dans ma poitrine, un mélange d'agonie pure et de rage. Il s'est avéré que toutes les fleurs qu'il avait envoyées à mon bureau, toutes les fois où il m'avait attendu sous la pluie après les gardes tardives, toutes les promesses que je pourrais poursuivre mes passions après notre mariage, tout cela n'était qu'un appât pour me piéger dans ce mariage. Linda a posé son assiette. Sa voix était calme, mais chaque mot était tranchant comme un rasoir. Allison, ne sois pas têtue. Les femmes ne se battent pas pour des titres de poste. Elles se battent pour qui a le meilleur mari et la famille la plus forte. Tu es encore jeune. Démissionne pendant quelques années, et des enfants, mets la maison en ordre, et ensuite tu pourras décider de ce que tu veux faire ensuite. Il ne sera pas trop tard. Je me suis tourné vers elle. Linda, c'est facile pour toi de dire ça, mais c'est moi qui perds mon emploi, et c'est moi qui risque mon avenir. Le visage de Linda s'est assombri. C'est comme ça que tu parles à ta belle-mère? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne voulais pas me disputer avec elle, et je ne voulais certainement pas transformer le dîner en champ de bataille. Mais chaque mot qu'il disait me poussait pas à pas vers le bord d'une falaise. Tiffany, le menton posé sur sa main, a ricané. Pourquoi es-tu si tendue? Notre famille a beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin de te tuer au travail. Si j'étais toi, je serais ravi. Je me suis tourné et les regardé droit dans les yeux. C'est toi, pas moi. Les yeux de Tiffany ont flashé. David, tu as entendu comment elle m'a parlé? David a bondi. Sa chaise a volé en arrière, s'écrasant sur le parquet. Il a contourné la table et s'est arrêté juste devant moi. Son ombre haute planait sur moi, suffocante. Il a sifflé entre ses dents serrées. Je te le dis une dernière fois. Après tes congés, tu vas à ton bureau et tu donnes ta démission. J'ai tout prévu. Tu restes à la maison, tu cuisines, tu t'occupes de ma mère et tu t'occupes de Tiffany. Ensuite nous nous concentrerons sur le fait d'avoir des enfants. C'est ton travail maintenant. J'ai incliné la tête en arrière et les regardé droit dans les yeux. Et ma vie à moi? David a froncé les sourcils. Que as-tu dit? Je l'ai répété plus clairement cette fois. J'ai demandé, et ma vie à moi? J'ai étudié et travaillé pendant des années pour quelque chose seulement pour devenir une bonne dans ma propre maison après m'être marié. Le visage de David s'est tordu. J'ai vu sa mâchoire se serrer et ses poings se contracter. Linda est intervenue précipitamment. Calme, calme, les enfants, calmez-vous. Allison, ne dis pas des choses comme ça. Quelle mariée n'apprend pas à gérer un foyer quand elle se marie? J'ai laissé échapper un rire sec. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans cette maison, je ne voulais plus maintenir le masque de politesse. Apprendre à gérer une maison est une chose. Être forcé de démissionner et laisser quelqu'un d'autre décider de mon avenir en est une autre. Linda. David s'est penché près de mon visage. Sa voix était étouffée par la rage. Ne deviens pas arrogante. Si tu ne le fais pas de la manière facile, ne me blâme pas quand nous le ferons de la manière difficile. Je me suis levé. La distance entre nous était de quelques centimètres. Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit était étonnamment clair. Je n'ai pas besoin de la manière facile ni de la manière difficile. J'ai besoin que tu comprennes une chose. Je ne suis pas quelqu'un dont la vie tu peux planifier comme bon te semble. Tiffany a claqué sa main sur la table. Quelle arrogante. Deuxième jour du mariage et tu réponds déjà à ton mari et à sa mère. Waouh, on a vraiment eu de la chance avec toi? Je me suis tourné vers elle. Chance ou pas, nous allons bientôt le découvrir.
Au moment où j'ai dit ça, David a violemment pointé la marmite de ragoût du doigt. Très bien. Tu penses que tu es si intelligente? Alors va tout de suite. Sers une autre assiette de ragoût à Tiffany et ensuite sers tout le monde. Je veux voir combien de temps tu vas continuer à être têtu. J'ai suivi sa main. Le ragoût fumait encore. Le dîner largement intact. Mais à mes yeux, tout avait changé. Ce n'était plus une table de salle à manger. C'était une arène où ils essayaient de briser ma volonté par des exigences mesquines, par des abus verbaux, par des soi-disant valeurs familiales. J'ai parlé lentement, en insistant sur chaque mot. Tiffany a des mains. Ta mère a des mains. Tu as des mains. Personne ici n'est handicapé. Toute la pièce a figé. Le visage de David est devenu violet. Je savais que j'avais frappé son ego, un ego constamment nourri par le soutien inébranlable de sa mère et de sa sœur. Linda a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais Tiffany a bondi et pointé un doigt vers moi. Surveille ton langage. Je ne l'ai pas regardé. Je n'ai regardé que David. Et à ce moment-là, j'ai clairement vu dans ses yeux non seulement de l'agacement, mais la rage pure d'un homme habitué à tout contrôler. Face à la résistance pour la première fois, j'ai réalisé que cela n'allait pas se terminer par de simples mots. J'ai su à cet instant que dès ce dîner, mon mariage avait officiellement plongé d'une falaise dont il n'y avait pas de retour. David m'a fixé du regard. Son regard semblait essayer de me brûler un trou. Je ne l'avais jamais vu si ouvertement agressif. La tendresse, les soins, la capacité à dire les bons mots auxquels j'avais cru, tout avait disparu sans laisser de traces, laissant un homme qui voulait gagner à tout prix. Il a sifflé entre ses dents. Allison, redis ça. Je suis resté parfaitement immobile, consciente de mon propre battement de cœur, mais ma voix était étonnamment stable. J'ai dit, personne dans cette maison n'a les bras cassés. Celui qui veut manger peut se servir. Je suis ta femme, pas une servante pour ta famille. Linda a frappé la table. Sa voix a monté dans les aigus. Comment oses-tu? Tu viens juste d'entrer dans cette famille et tu te comportes comme ça, avec cette attitude d'entitlement. Tiffany vibrait pratiquement, le visage rouge. David, elle manque de respect à toute notre famille, et tu vas juste rester là à le supporter? Je me suis tourné vers Tiffany. Depuis le début du dîner, elle n'avait pas touché une seule fois à la cuillère de service, n'avait même pas versé un verre d'eau pour elle-même, mais parlait comme si elle avait été profondément offensée. J'ai ricané. J'ai juste dit la vérité. Toute cette famille a décidé de transformer le simple acte de verser un bol de soupe en un test de loyauté pour me forcer à plier le genou. C'est exact. David a fait un pas de plus en avant. Il était si proche que je pouvais voir les veines saillir dans son cou. Il a craché chaque mot. Tu penses que tu diriges les choses ici? 2 jours et tu essaies de piétiner ton mari. J'ai gardé la tête haute. Je n'essaie de piétiner personne. Je refuse simplement de me mettre à genoux. Au moment où j'ai dit ça, la pièce a explosé. Tiffany a pointé un doigt vers moi à nouveau. Maman, tu as vu ça? Elle n'est qu'une ordure sans éducation. Linda a pâli et s'est tournée vers David. Fils, regarde-la. Je t'avais dit que cette fille était trop têtue. Si tu ne la remets pas à sa place dès le début, elle ne respectera jamais personne. Je l'ai regardée et un frisson m'a parcouru le dos. J'avais pensé que ma belle-mère était une femme calme et tactique. Maintenant je comprenais que sa douceur n'était pas une manifestation d'amour, mais un déguisement pour une forme plus sophistiquée de manipulation. David s'est retourné vers la marmite de ragoût et a aboyé, « Super. Tu ne veux pas servir la nourriture? Verse le ragoût. » Je n'ai pas bougé d'un centimètre. Il a pointé un doigt vers moi. J'ai dit, « Sers le ragoût à Tiffany. » J'ai répondu, « Si elle veut manger, elle peut se servir elle-même. » Le rire strident de Tiffany a traversé l'air. Tu penses que tu es encore une petite princesse dans la maison de ta maman? Je me suis tourné vers elle. Non, mais je sais pour un fait que je ne suis pas une bonne dans la maison de mon mari. À cet instant, David a soudain balancé son bras. Tout est arrivé trop vite. Je n'ai aperçu qu'un éclair de sa main avant mes yeux, suivi d'un craquement sec qui a brisé la tension de la pièce. Ma joue gauche a explosé de feu. La force de la gifle m'a fait trébucher, mes oreilles ont bourdonné,
ma vision s'est obscurcie pendant quelques secondes. Je suis resté planté sur place, une main agrippant le bord de la table pour me soutenir. C'était comme si un seau d'eau glacée avait été versé sur ma tête. Je n'arrivais pas à y croire. L'homme qui m'avait tenu la main hier devant nos deux familles venait de me frapper au visage sans hésiter un instant devant sa mère et sa sœur. David est resté dans la même posture, la poitrine haletante. Je te le dis pour la dernière fois. Serre le ragoût. J'ai lentement tourné mon visage vers lui. La moitié de mon visage brûlait. La douleur était si intense qu'elle engourdissait, mais ça faisait encore plus mal à l'intérieur. Quelque chose s'était définitivement brisé. Il n'y avait plus aucun doute. Aucun regret, aucun désir de me mentir à moi-même. Cet homme ne m'aimait pas. Cette maison ne m'avait pas accepté. Tout ce qu'il voulait était un accessoire obéissant qui servirait, se tairait et endurerait. Linda a faim l'horreur. Oh mon Dieu, David, pourquoi frapperais-tu ta femme dans la maison? Mais elle l'a seulement dit, sans faire un geste pour venir me voir. Tiffany, cependant, a réagi différemment. Ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, puis son frère, et ensuite ses lèvres se sont courbées en un sourire satisfait. Elle a murmuré. Mais je l'ai entendu clairement. Elle l'avait mérité. J'ai retiré ma main de la table et me suis lentement redressé. Je ne pleurais pas. C'était étrange. À ce moment-là, je ne pouvais pas pleurer. Peut-être quand quelqu'un vous coupe si profondément et ouvertement, les larmes deviennent inutiles. J'ai touché ma joue. 5 marques de doigts brûlantes étaient marquées sur ma peau. J'ai demandé très calmement, « Tu m'as vraiment frappé ?» David m'a regardé, sans aucun remords. « Je t'ai frappé pour te réveiller. Dans cette maison, tu dois savoir à qui appartient la parole. » J'ai hoché la tête. Ouais, je suis réveillé. Je me suis retourné et marché vers la cuisine. Derrière mon dos, la voix moqueuse de Tiffany a retenti. Si tu avais juste écouté dès le début, ça n'aurait pas fait si mal. Je n'ai pas répondu. J'ai marché directement dans la cuisine et me suis arrêté devant la cuisinière. La vapeur chaude de la nourriture restante piquait mes yeux. J'ai regardé mon reflet dans la vitre sombre de la porte du micro-ondes. Ma joue gauche virait déjà à un rouge violent. À ce moment-là, j'ai cessé d'être une jeune mariée. J'étais juste une femme qui avait été violemment arrachée d'une illusion. Je suis resté dans la cuisine, les deux mains appuyées lourdement sur le comptoir en granit froid. Des sons de la salle à manger arrivaient. Le léger tintement des couverts, le raclement d'une chaise repoussée, le ricanement de Tiffany. Tout cela perçait mon cerveau comme de petites aiguilles. Ma joue était en feu. Ça faisait si mal que même cligner des yeux envoyait des pointes de douleur dans mon visage. Mais ce qui me glaçait n'était pas la douleur physique. C'était la réalisation que je venais de voir le vrai visage d'une famille entière. Dépêche-toi et serre-le. Qu'est-ce que tu fais debout là? La voix de David a retenti. Je ne me suis pas retourné. J'ai juste écouté sa voix. Écouté ce ton de commandement familier comme si le fait qu'il venait de me frapper était complètement normal. J'ai demandé très calmement, « Tu ne penses pas que tu as dépassé les bornes ?» David a ri froidement. « Si tu avais agi correctement, rien ne serait arrivé. » J'ai agrippé le bord du comptoir. J'ai soudain compris. Pour des gens comme lui, le bien et le mal ne signifiaient rien. Tout ce qui l'intéressait était la soumission. Linda s'est approchée de l'entrée de la cuisine. Sa voix était assez forte pour montrer qu'elle essayait de jouer la pacificatrice. Assez, les enfants. Nous devons prendre les choses étape par étape. Allison, tu es trop têtue. Ton mari a un tempérament. Si tu avais juste compromis avec lui, ça n'en serait pas arrivé là. J'ai tourné la tête et les regardé. Linda, tu me dis de compromettre? Aujourd'hui, je compromets mes mots. Demain, je compromets une gifle. Et le jour d'après, je compromets toute ma vie. Linda a figé. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que je sois si direct. De la salle à manger, Tiffany a ricané. Tu te comportes comme si tu étais la victime ici. Personne ne te frappe sans raison. Tu t'es comporté comme une gamine et tu as reçu une leçon. C'est aussi simple que ça. J'ai laissé échapper un rire, calme, mais si tranchant que les trois ont figé.
Donc, dans cette maison, frapper sa femme s'appelle donner une leçon. Le visage de David s'est assombri. Surveille ton langage. Je suis lentement retourné dans la salle à manger. Les trois pères Dieu ont suivi mes mouvements. Chaque pas que je faisais était délibéré, confiant. Je me suis arrêté à la table. David a à nouveau claqué sa main sur la table. Allison, je n'ai pas bronché. Étrangement, après cette gifle, la peur en moi avait brûlé en cendres. Il ne restait que de la lucidité froide et cristalline. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Écoute-moi attentivement. Juste parce que je recule ne veut pas dire que j'ai tort. Juste parce que je suis calme ne veut pas dire que j'ai peur. Cette gifle était la première et la dernière fois que tu me toucheras. Tiffany a bondi. Tu oses encore hausser le ton? J'ai dirigé mon regard vers elle. Et à partir de maintenant, tu arrêteras de me parler comme si tu donnais des ordres. Je ne suis pas obligé de te servir. Voyant la situation échapper à son contrôle, Linda est revenue à son ton plus doux. Allison, ma chérie, ne perds pas ton calme. Je sais que ça fait mal, mais tu viens juste de rejoindre notre famille. S'il y a quelque chose à quoi tu n'es pas habitué, tu t'adapteras avec le temps. Chaque couple a ses conflits. Je l'ai regardé, et mes entrailles se sont glacées. Si je n'avais pas tout vu de mes propres yeux, j'aurais peut-être été trompé par sa façade gentille un peu plus longtemps. J'ai répondu, un conflit, c'est quand les deux côtés ont tort. C'est juste vous qui essayez de me briser. David a fait un pas en avant, clairement dans l'intention de m'arrêter physiquement. Mais cette fois, j'ai reculé, maintenant la distance, les yeux rivés sur les siens. J'ai articulé clairement, ne t'approche pas de moi. Peut-être était-ce mon ton qui l'a fait figer. Pas parce qu'il réalisait qu'il avait tort, mais parce qu'il voyait que je n'étais plus la fille qui était entrée dans sa maison hier. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. L'écran s'est allumé dans ma paume. David a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu fais? J'ai ouvert l'application appareil photo, passé à l'objectif frontal, et vu clairement les 5 marques de doigts sur ma joue. La peau était rouge et commençait à gonfler. J'ai pris une photo, puis une autre. Les yeux de Tiffany sont sortis de leurs orbites. Pourquoi tu prends des photos? Sans lever les yeux, j'ai répondu, preuve. Un silence de mort a rempli la pièce. J'ai levé la tête et regardé David. Regarde bien mon visage maintenant parce qu'à partir de ce moment, quoi que tu me dises, quoi que tu me fasses, je ne laisserai pas ça disparaître sans trace. L'expression de David a changé. Linda aussi a perdu son sang-froid. Je savais qu'à ce moment il réalisait enfin que je ne pouvais pas être intimidé pour me taire, et je réalisais tout aussi clairement que cette guerre venait juste de commencer. Ayant pris les photos, j'ai verrouillé mon téléphone et les tenu dans ma main. La pièce était mortellement calme. David se tenait en face de moi, son expression passant constamment de la rage à la perplexité, puis à une grimace sombre, comme s'il avait été aspergé d'eau froide. Il ne s'attendait clairement pas à ce que j'aille si loin. Il était habitué à donner des ordres et à voir les gens obéir. Il était habitué à ce que sa famille se précipite pour le calmer après ses explosions. Donc, me voir documenter calmement son abus l'avait complètement déstabilisé. Linda a parlé en premier. Sa voix essayait encore de sonner apaisante, mais la tension sous-jacente était palpable. Allison, qu'est-ce que ça signifie? On ne lave pas son linge sale en public. Qui prend des photos de quelque chose comme ça? Je l'ai regardé. Parce que c'est du linge sale, Linda, c'est exactement pourquoi je dois le documenter. Pour que plus tard, personne ne puisse dire que j'ai tout inventé ou que je suis juste tombé. Tiffany a tordu ses lèvres. Tu es juste dramatique. Tout ce bruit pour une petite gifle, à agir comme si tu avais été battue à moitié morte. Je me suis tourné vers elle. Une gifle suffit à me montrer exactement où j'ai atterri. David a pris une profonde inspiration et a laissé échapper un ricanement. Très bien. Tu veux exagérer ça? Non, ai-je répondu immédiatement. Je n'ai rien exagéré. Tu as lancé le premier coup. Il a plissé les yeux. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me suis redressé et les regardé sans cligner des yeux. Je veux que tu t'excuses. Tiffany a éclaté de rire comme si elle venait d'entendre la blague la plus drôle du monde. Rêve, ma chérie.
Linda a froncé les sourcils profondément. Allison, n'insiste pas. David s'est enflammé. Tu te comportes comme une gamine têtue. J'ai perdu mon calme. Nous venons juste de nous marier. Pourquoi fais-tu une montagne d'une taupinière? J'ai répondu, en détachant chaque mot. Je ne fais pas une montagne de quoi que ce soit. C'est vous qui essayez de minimiser quelque chose qui n'est pas un détail mineur. David a tiré une chaise et s'est assis, non pas parce qu'il s'était calmé, mais pour reprendre sa position physique dominante. Il a croisé les bras sur sa poitrine. Sa voix est descendue encore plus froide. Tu veux des excuses? Très bien. J'ai figé une seconde, non pas parce que je le croyais, mais parce que je sentais le piège. Et juste à temps, il a continué. Mais d'abord, tu admets que tu avais tort. Excuse-toi auprès de ma mère. Excuse-toi auprès de Tiffany pour ton comportement de merde et ensuite promets que tu n'argumenteras plus jamais avec ton mari devant la famille. Je l'ai fixé, me sentant soudain à quel point toute cette situation était amère et risible. J'ai demandé, donc, tu me frappes et je dois quand même être la première à m'excuser. David a répondu sans rater un battement. Si tu n'avais pas appuyé sur mes boutons, rien ne serait arrivé. Maintenant, je comprenais complètement. Ce n'était pas qu'il ne savait pas qu'il avait tort. Il le savait, mais il voulait quand même tordre la réalité pour que je devienne la coupable. J'ai déverrouillé mon téléphone. Je ne me souvenais même pas à quel moment exact j'avais appuyé sur enregistrer dans l'application mémo vocaux. Probablement la seconde où ma joue avait pris feu, pur instinct d'auto-préservation. J'ai appuyé sur sauvegarder et renommé le fichier « Jour de dîner ». Pendant que mes pouces glissaient sur l'écran, j'ai dit « Continuez ». J'écoute très attentivement. Le visage de Linda a changé instantanément. Tu enregistrais? J'ai levé les yeux. Oui. Tiffany a pâli. Tu es folle? Je ne l'ai pas regardé. Non, j'apprends juste à me protéger. David a bondi de sa chaise. Efface ça tout de suite. Je suis resté ferme. Cette fois, je n'ai pas reculé. Ne me donne plus jamais d'ordre. Nos yeux se sont rencontrés. J'ai vu dans son regard non seulement de la colère, mais la confusion paniquée d'un homme qui réalisait soudain que sa proie refusait de jouer la victime. Linda s'est rapidement avancée, essayant d'attraper mon bras, mais je l'ai esquivé. Elle a figé et baissé la voix en un murmure dur. Allison, arrête. Crois-moi, tu ne fais qu'empirer les choses pour toi. Nous sommes une nouvelle famille. Si les voisins ou les parents l'apprennent, qui penses-tu qui sera embarrassé en premier? J'ai répondu. Si tu avais si peur d'être embarrassée, Linda, tu aurais arrêté ton fils avant qu'il ne lève la main. Elle est restée sans voix. Tiffany, paniquée, s'est tournée vers David. David, elle va vraiment le garder. Et si elle l'envoie à ses parents? En entendant ça, mon sang s'est entièrement glacé. Il s'est avéré que leur plus grande peur n'était pas qu'ils m'avaient blessé, mais que leur précieuse réputation en souffre. J'ai poussé ma chaise et mis mon sac à main sur mon épaule. Je pense que j'en ai assez du dîner. David m'a bloqué le passage. Où penses-tu aller? Je l'ai regardé. Dans ma chambre, a-t-il grogné. Je ne t'ai pas donné la permission. J'ai laissé échapper un court rire, un son qui me semblait entièrement étranger. Pour aller dans ma propre chambre, j'ai besoin de ta permission maintenant. En disant cela, je l'ai contourné. David a tendu la main pour attraper mon bras, mais se souvenant apparemment de l'enregistrement, il a hésité une fraction de seconde. Cette fraction m'a suffi pour passer et me diriger vers les escaliers derrière moi. La voix précipitée de Linda a retenti. Allison, attends. Je n'avais pas fini. Je ne me suis pas retourné. Je savais que si je restais en bas ne serait-ce qu'une minute de plus, je m'effondrerais en larmes ou dirais quelque chose encore plus venimeux. En ce moment, ce dont j'avais le plus besoin n'était pas de gagner une dispute, mais de me calmer et de planifier mon prochain mouvement. J'ai monté les escaliers, agrippant la sangle de mon sac si fort que mes jointures sont devenues blanches. Chaque pas ressemblait à traverser un mélange d'humiliation et de clarté profonde. Je n'ai pas pleuré, du moins pas avant que la porte de la chambre ne se referme derrière moi, me coupant des cris, du tintement des assiettes et de la respiration lourde en bas. Ce n'est qu'alors que mes genoux ont lâché.
J'ai appuyé mon dos contre la porte et glissé lentement sur le parquet froid. La chambre conservait encore l'atmosphère de notre nuit de noces. La literie nuptiale coûteuse n'avait pas encore été changée. Les cartes sur la commode étaient d'un éclat criard. Les boîtes de cadeaux de mariage étaient dans le coin. Mon bouquet de mariée reposait sur la coiffeuse. Tout cela ressemblait à une mauvaise blague. Juste hier, je pensais que cette chambre serait le début d'une nouvelle vie. Aujourd'hui, elle était devenue un bunker dans lequel je devais me réfugier juste pour reprendre mon souffle. J'ai sorti mon téléphone et ouvert à nouveau l'appareil photo frontal. Ma joue gauche était plus gonflée et rouge qu'avant. Les 5 marques de doigts ressortaient vivement sur ma peau. Un cruel rappel que ce n'était pas un cauchemar, c'était la réalité. J'ai pris quelques photos supplémentaires sous différents angles avec un meilleur éclairage et les ai déplacées dans un dossier caché sécurisé. Puis j'ai ouvert le mémo vocal et les parcouru. La voix de David, la voix de Linda, la voix de Tiffany. Chaque mot était cristallin. J'ai tout sauvegardé dans mon stockage cloud, puis envoyé une copie à Valérie, ma meilleure amie. Mon texto était court. Tu es libre? J'ai un problème sérieux. Valérie n'a pas répondu immédiatement. J'ai supposé qu'elle était probablement encore en train de finir au bureau. J'ai verrouillé l'écran, incliné la tête en arrière contre la porte, et essayé d'organiser mes pensées. D'abord, sécuriser les preuves. Deuxièmement, garder mon emploi à tout prix. Troisièmement, ne jamais les laisser m'isoler dans cette maison. Au moment où je pensais ça, mon téléphone a vibré. Ce n'était pas Valérie. C'était un e-message de mon patron, Andrew Henderson. Mon cœur a sauté un battement. Le message était bref. Allison, ton mari m'a appelé hier. Il a dit que tu prévoyais de donner ta démission après ta lune de miel. Je voulais juste confirmer directement avec toi. J'ai fixé l'écran. Une nouvelle vague de glace a couru le long de ma colonne vertébrale. Donc, David n'avait pas juste parlé au dîner. Il avait commencé ses manœuvres avant même que je franchisse le seuil de cette maison. Il voulait couper mes voies d'évasion pour faire de ma démission un fait accompli. J'ai immédiatement appelé. Dès qu'il a répondu, j'ai lâché, « Monsieur Henderson, je suis vraiment désolé de vous déranger pendant votre soirée de congé. Je ne démissionne absolument pas, et je n'ai autorisé personne à discuter de mon emploi en mon nom. » Le ton de mon patron est devenu sérieux. J'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas, c'est pourquoi j'ai contacté. « Tout va bien, Allison ?» J'ai hésité 2 secondes. Je ne voulais pas déverser mon traumatisme personnel sur lui au téléphone, mais je ne pouvais pas non plus le cacher entièrement. « Je vais bien. Juste en train de gérer des affaires personnelles inattendues. Je voulais juste confirmer explicitement que je serai de retour au bureau juste après mes congés approuvés. » Andrew a immédiatement répondu, « Compris. Ne t'inquiète pas de ce côté. Dans cette entreprise, la seule démission que nous acceptons est celle qui vient directement de toi. » J'ai laissé échapper une lente expiration. « Oui, merci beaucoup. » J'ai raccroché, mais mes mains étaient encore gelées. Si Andrew ne m'avait pas demandé directement aujourd'hui, je n'aurais peut-être jamais réalisé à quel point David avait comploté ça. Plus j'y pensais, plus ma gorge se serrait. Cet homme ne voulait pas juste contrôler ma vie. Il voulait systématiquement arracher tout ce qui me permettait de me tenir sur mes 2 pieds. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte de la chambre. « Allison, ouvre. » C'était la voix de David. Je suis resté parfaitement immobile sur le sol. Il a frappé plus fort. J'ai dit, « Ouvre la porte. » Je n'ai toujours pas répondu. Un moment plus tard, la voix de Linda s'est jointe, plus douce, mais tout aussi persistante. « Allison, ma chérie, ouvre la porte. Nous devons parler. Quoi qu'il arrive entre un mari et une femme doit être résolu derrière des portes closes. Ne laissons pas ça s'aggraver. » J'ai fixé les panneaux de bois, la gorge sèche. Je savais que si j'ouvrais cette porte maintenant, il ne me donnerait pas une seconde pour réfléchir. Il me forcerait à parler, me forcerait à admettre ma faute, me forcerait à compromettre. Et une fois que j'aurais compromis cette fois, je compromettrais pour le reste de ma vie. Je me suis levé, me suis approché de la porte, mais ne l'ai pas déverrouillée. J'ai parlé assez fort pour être entendu dehors. Je ne veux pas parler maintenant. Quand je serai prête, je vous le ferai savoir.
Dehors, il y a eu un moment de silence, puis David a grogné. Arrête d'agir comme une gamine. J'ai fermé les yeux. Ma main reposait sur le verrou, mais ma voix quand j'ai parlé à nouveau était incroyablement calme. Si tu continues à frapper à cette porte, je recommencerai à enregistrer. Un silence de mort est tombé de l'autre côté de la porte, durant plusieurs longues secondes. Puis j'ai entendu les pas lourds de David s'éloigner en piétinant. Peu après, j'ai entendu Linda le calmer dans le couloir. D'en bas, les plaintes irritées de Tiffany montaient. La chambre était à nouveau calme. Je me suis assise au bord du lit et ai regardé ma grande valise dans le coin. La moitié des vêtements à l'intérieur n'avaient même pas encore été déballés du week-end du mariage. Pour la première fois, j'ai pensé qu'il valait mieux les laisser exactement comme ils étaient. Je suis restée assise là longtemps, fixant la valise à moitié déballée. Je l'avais apportée ici avec toute la foi naïve d'une fille qui venait de se marier. Je pensais que j'accrocherais chaque robe dans le dressing, arrangerais chaque objet sur les étagères, pas à pas, transformant cette maison en notre foyer. Maintenant, en la regardant, je voyais seulement ma voix d'évasion silencieuse, attendant dans le coin mon ordre. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Valérie. Au moment où j'ai répondu, elle m'a bombardé de questions. Où es-tu? Que s'est-il passé? Je viens de voir les photos. Qui t'a fait ça au visage? En entendant la voix de ma meilleure amie, ma gorge s'est serrée. J'ai lutté pour garder une voix stable. Je suis à la maison avec mon mari, Valérie a juré bruyamment, puis baissé la voix. David t'a fait ça? Oui, ai-je répondu. Juste un mot, mais il a traîné toute la laide vérité à la lumière. Le dire à voix haute rendait ma poitrine incroyablement lourde parce que jusqu'à ce moment, je n'avais pas pleinement osé m'admettre à moi-même que mon mariage venait de dévaler une route très sombre, très terrifiante. Valérie est restée silencieuse quelques secondes, puis a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai jeté un regard à la porte de la chambre. Je ne sais pas les étapes exactes encore, mais je ne vais absolument pas rester assise à les laisser faire ce qu'ils veulent de moi. Valérie a immédiatement dit « Si tu as besoin de venir chez moi, ne reste pas là seule trop longtemps. » J'ai fermé les yeux. J'y pense déjà. Mais comment partir quand j'ai besoin de planifier ça soigneusement? Valérie savait comment fonctionnait mon esprit, donc elle ne m'a pas pressé. Elle a juste dit, souviens-toi d'une chose. N'efface rien. Les photos, les enregistrements, les textos. Garde tout et si tu te sens en danger ne serait-ce qu'une seconde, appelle-moi. Je le ferai, ai-je répondu calmement. Après avoir raccroché, je suis restée assise. Les mots de Valérie. Ne reste pas là seule trop longtemps, résonnaient dans mon esprit. Je me suis tourné vers le placard. D'un côté pendaient mes vêtements, bien rangés. De l'autre, ceux de David. Juste un jour plus tôt, en accrochant mes robes, j'avais ressenti une paix profonde. Je pensais ouvrir un nouveau chapitre, ne m'attendant pas à ce qu'il commence par une gifle au visage et des exigences délirantes. Je me suis levé, ouvert le tiroir de la coiffeuse, et sorti un petit dossier ignifugé que j'avais apporté de mon appartement. Il contenait mon certificat de naissance, passeport, carte de sécurité sociale, mes infos bancaires, mon contrat de travail, et quelques autres documents vitaux. Heureusement, j'avais toujours été méticuleuse et aimé garder mes papiers importants à portée de main. J'ai tout vérifié séquentiellement et soigneusement remis dans le dossier. En faisant ça, j'ai senti mon esprit s'éclaircir. J'ai ouvert mon application bancaire, vérifié mon compte courant, compte d'épargne, mon 401k, mon courtage. Tout était sécurisé. J'ai immédiatement changé les mots de passe de ma banque en ligne, de mon email personnel, mis à jour le code de mon téléphone, et vérifié doublement que l'authentification à 2 facteurs était activée. Ayant fait tout ça, le poids sur ma poitrine s'est légèrement allégé. En bas, des bruits ont recommencé. On aurait dit qu'ils avaient fini le dîner. Le raclement des chaises, l'eau courante dans l'évier, et puis Tiffany criant « Maman, tu peux apporter de la glace à David ou quelque chose ?» De la glace. J'ai ricané. David m'avait giflé, mais c'était lui que toute la famille se précipitait pour réconforter. Pendant ce temps, mon visage palpitait, et pendant toute la soirée, pas un seul d'entre eux n'avait demandé si j'allais bien. Je me suis rassise sur le lit, sorti le mémo vocal, et l'ai écouté du début à la fin. Chaque fois que j'entendais la voix de David,
je sentais une autre couche d'illusion s'écailler. J'avais l'habitude de penser que le mariage était un partenariat où deux personnes se soutenaient mutuellement dans les épreuves. Il s'est avéré que pour lui, le mariage était simplement une licence pour posséder une femme. J'étais arrivé à la partie de l'enregistrement où Tiffany ricanait. Elle l'avait mérité quand mon téléphone a sonné avec un texto de ma mère. « Chérie, fastime-nous ce soir. Ton père n'arrête pas de demander ce qu'il te donne à manger là-bas. » J'ai fixé les mots, mon cœur se serrant fort. Si ma mère voyait mon visage, elle saurait instantanément. Je ne voulais pas que mes parents l'apprennent à cet instant précis. Pas parce que je protégeais mes beaux-parents, mais parce que j'avais besoin d'une stratégie de sortie solide avant de lâcher la bombe. Si mes parents paniquaient et débarquaient ici, les choses pourraient s'aggraver dangereusement. J'ai répondu par texto, « Maman, je suis épuisé ce soir. Faisons FaceTime demain. » Ma mère a répondu presque instantanément, « D'accord, repose-toi, ma chérie. Si quelque chose arrive, dis-le-moi tout de suite. » J'ai regardé le texto, et mes yeux ont piqué. Pendant tout ce dîner infernal, j'avais tenu le coup, me sentant si endurci que je pensais avoir épuisé mes émotions. Mais juste une simple phrase de soin de ma mère a fait brûler l'arête de mon nez. J'ai incliné la tête en arrière, pris une profonde inspiration, forçant les larmes à redescendre. Ce n'était pas le moment de faiblesse. Si je voulais sortir d'ici avec ma dignité intacte, je devais être plus intelligente et plus froide que trois réunis. Soudain, j'ai entendu des pas très doux dans le couloir. Pas la démarche lourde de David et pas la marche délibérée de Linda. J'ai retenu mon souffle et écouté. Puis, une voix calme mais dégoulinante de venin a sifflé juste dehors ma porte. « Tu te crois chaudin ?» C'était Tiffany. Je suis resté parfaitement immobile, sans faire un bruit. Elle est restée là quelques secondes de plus, puis a ajouté, « Attends juste. Dans cette maison, on te remettra à ta place rapidement. » Ses pas se sont éloignés vers les escaliers. J'ai fixé la porte verrouillée, mon sang se glaçant. Ils n'avaient pas passé une seule seconde à réfléchir à leurs actions. Ils n'étaient obsédés que par comment me faire soumettre, ce qui signifiait que je devais être absolument impitoyable. J'ai tendu la main, attrapé la poignée de ma valise, l'ai tirée jusqu'au bord du lit, et l'ai ouverte. Le parfum douloureusement familier de ma lessive est monté. Juste hier, mes propres mains avaient plié chaque vêtement que j'avais apporté ici, triant soigneusement ce que portais à la maison, ceux pour le bureau, ceux pour rendre visite à la famille. À l'époque, je pensais emballer pour mon avenir. Maintenant, j'emballais mon évasion. Je n'ai pas déballé le reste. Au lieu de ça, j'ai remballé efficacement. J'ai pris exactement ce dont j'avais besoin. Plusieurs ensembles de vêtements professionnels, une tenue confortable pour bouger rapidement, mon dossier de documents, mon chargeur de téléphone, ma trousse de maquillage basique, mes prescriptions. Avec chaque objet que je jetais dans le sac, mon esprit devenait plus tranchant. Je savais clairement maintenant. Une fois que j'aurais décidé de franchir cette porte, je ne pouvais laisser la sentimentalité me ramener. Mon téléphone a vibré. Un texto de David. Ouvre la porte. J'ai fixé l'écran quelques secondes, puis verrouillé le téléphone sans répondre. Moins d'une minute plus tard, un autre texto. Ne pousse pas, Allison. Parlons comme des adultes. J'ai souri. Il m'avait frappé. Il avait appelé mon patron pour saboter ma carrière. Toute sa famille m'avait coincé comme une meute de loups. Et maintenant c'était moi qui poussais. À leurs yeux, ma simple existence en tant que quelqu'un avec des limites était une offense. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert l'application Notes et commencé à lister une liste de choses à faire. Sauvegarder toutes les preuves. Ne pas les laisser déclencher une réaction émotionnelle. Partir à la première opportunité sur demain matin. Coordonner avec Valérie. Trouver un avocat spécialisé en divorce immédiatement. Après avoir tapé, j'ai relu les lignes et sauvegardé. Je devais traiter ça comme un projet corporate critique, refusant de laisser le chagrin ruiner mon exécution. Parce que dans ce combat, si je montrais ne serait-ce qu'une once d'hésitation, il l'exploiterait pour m'écraser. On a frappé à la porte à nouveau. Cette fois c'était Linda. Allison, ma chérie, je t'ai apporté de la glace et du Tylenol. J'ai fusillé la porte du regard, un goût amer dans la bouche. Si elle se souciait vraiment, elle aurait physiquement arrêté son fils avant qu'il ne balance.
La glace était juste pour montrer qu'elle n'était pas la méchante, lui donnant du levier plus tard pour dire qu'elle avait essayé de s'occuper de moi. J'ai appelé à travers le bois, je n'en ai pas besoin. Merci. Linda a fait une pause un moment, puis a continué. Quoi qu'il se soit passé, tu es notre belle-fille maintenant. Quoi que ce soit, parlons calmement. Je sais que tu es choqué, mais une femme mariée doit apprendre à compromettre un peu pour garder la paix dans le foyer. J'ai fermé les yeux, serrant mon téléphone fort. Compromettre. Toujours compromettre. Compromettre mes mots, mes actions. Une agression physique, ai-je dit, sans crier, mais assez fort pour être cristallin. Si tu veux vraiment la paix dans cette maison, Linda, tu devrais apprendre à ton fils à garder ses mains pour lui. Le silence est tombé dans le couloir. Après un moment, j'ai entendu les pas de Linda s'éloigner lentement. Je suis resté assise un peu, puis me suis levé et suis allé dans la salle de bain principale. Dans le miroir, ma joue gauche avait fleuri en un rouge foncé, en colère. Une petite bosse s'était formée sur ma pommette. J'ai pressé un gant de toilette froid et humide contre. Chaque toucher envoyait un choc de douleur dans mon visage, mais la douleur me gardait tranchante. C'était un rappel physique que aujourd'hui ne pouvait pas être effacé par des excuses à moitié sincères. Je suis retourné dans la chambre. Dès que je me suis assise, Valérie a essayé de me FaceTimer. J'ai refusé et texté. Mon visage est super gonflé. Textons juste. Elle a répondu instantanément. Tu peux sortir de là? Oui, ai-je tapé, mais pas tout de suite. Quand tu seras prête, dis le mot. Je conduirai ou commanderai un Uber. J'ai regardé le message, et ma poitrine s'est sentie un peu plus chaude. Au milieu de tout ce chaos, au moins j'avais quelqu'un inconditionnellement dans mon coin. J'ai répondu par un simple « OK ». Puis j'ai ouvert mes contacts et fait défiler jusqu'à trouver Nick. C'était le mari de mon cousin, et il travaillait autrefois en droit des sociétés. Je ne l'ai pas appelé. J'ai juste fixé son nom quelques secondes, le gardant en mémoire pour demain. Quand les choses deviendraient inévitablement nucléaires, j'allais avoir besoin de quelqu'un qui comprenait le système légal. En bas, David a soudain crié quelque chose. Il était probablement furieux contre sa mère et sa sœur pour n'avoir pas réussi à me faire soumettre. J'ai entendu un lourd bruit sourd, comme quelque chose claquer sur un comptoir, suivi de Tiffany faisant des excuses et des murmures apaisants de Linda. Tout se fondait en un bourdonnement toxique et oppressant. Je suis resté dans la chambre à écouter. Mon âme se sentant aussi froide qu'une morgue. Moins de 48 heures plus tôt, je pensais que cette maison était où ma vraie vie commencerait. Maintenant, juste entendre leur voix me rendait si claustrophobe. Je voulais sortir par la fenêtre. J'ai vérifié doublement le verrou de la porte et poussé ma valise sous le bord du lit. J'ai pris un grand sac fourre-tout et y ai fourré le reste de mes documents essentiels et quelques objets de valeur. J'ai mis mon téléphone en silencieux, permettant seulement aux appels de Valérie, mes parents et mon patron de passer à travers le mode ne pas déranger. Dehors, il faisait complètement noir. La lueur jaune des lampadaires se déversait à travers les portes du balcon, projetant une forme faible sur la moquette. Je suis resté assise sur le lit, regardant mes deux sacs emballés, et ai soudain ressenti une vague bizarre de paix. La panique de l'après-midi était partie. Le choc qui avait fait trembler mes mains était parti. Ce qui l'avait remplacé était une résolution froide et stérile. Je savais que j'avais déjà commencé à sortir de ce mariage au moment où j'avais fermé cette valise. Et je savais que demain matin allait être une guerre. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Je suis resté allongé sur le côté au bord même du matelas, les yeux grands ouverts, fixant le plafond, analysant chaque craquement de la maison que j'avais appelée maison pendant exactement un jour. Une porte se fermant en bas, les pas lourds de David faisant les 100 pas. Les murmures intermittents et étouffés de Linda. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais je savais qu'ils complotaient. Je ne me souciais plus de ce qu'ils disaient. Je savais juste qu'après cette gifle, nous étions des côtés opposés d'un champ de bataille. Vers 23 heures, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Un autre texto de David. Descends demain matin et parle correctement à ma mère. J'ai fixé ça longtemps, puis verrouillé l'écran. L'homme qui avait agressé sa femme et essayé de nuquer sa carrière utilisait le mot « correctement », comme s'il était la voix de la raison. Je n'ai pas répondu.
M'engager dans une guerre de textos tardive ne ferait que me ramener dans leur orbite d'abus émotionnels. Je me suis retourné, pris un petit bloc-notes dans mon sac, et rapidement noté une chronologie. L'heure exacte du dîner, la dispute, les citations dont je me souvenais menant à la gifle, et ce que tout le monde avait dit immédiatement après. Je ne voulais pas perdre un seul détail. Peut-être en aurais-je besoin, peut-être pas, mais je devais le documenter. J'ai fermé le bloc-notes. Dehors, la rue de banlieue était morte calme. J'ai fixé la faible lumière jaune sur le mur, me sentant vide. Hier, je rêvais de soirées calmes, rentrant du travail vers quelqu'un qui m'aimait, construisant une vie basée sur le respect mutuel. Maintenant, tout ce que j'avais était de l'hypervigilance. Je me suis finalement assoupi aux premières heures du matin. Un peu après 6 heures. Un coup à la porte m'a réveillé en sursaut. « Alison, réveille-toi, ma chérie. Descends pour le petit déjeuner. Parlons. » C'était Linda. Je me suis assise, et vérifié l'heure, et regardé les sacs près du lit. L'hésitation que j'avais ressentie la nuit dernière avait entièrement disparu. Je savais que je ne descendais pas pour faire la paix. Je descendais pour entendre leurs exigences finales, et ensuite j'exécuterais ma sortie. J'ai changé pour un simple pantalon et un chemisier, tiré mes cheveux en une queue de cheval serrée, et regardé ma joue gauche dans le miroir. Le bleu passait au violet moucheté, très visible. J'ai appliqué une fine couche de correcteur, mais ça ne cachait rien du gonflement ou de la forme de l'empreinte de main. Finalement, j'ai essuyé le maquillage et ai juste mis un masque chirurgical bleu, non par honte, mais parce que je refusais de les laisser voir à quel point ça faisait mal. Juste au moment où j'ai tiré ma valise au centre de la chambre, mon téléphone a vibré. « Valérie, ça va ?» J'ai texté en retour. « Descendant maintenant. Je te texte quand bouger. » Valérie a répondu instantanément. « N'oublie pas d'enregistrer. » J'ai regardé son texto et hoché la tête pour moi-même. Oui. Non pas parce que j'étais paranoïaque, mais parce que je comprenais maintenant que les abuseurs essaieront toujours de réécrire l'histoire pour se faire passer pour les victimes. J'ai ouvert l'application Mémo vocaux, appuyé sur enregistrer, et glissé le téléphone profondément dans la poche de mon cardigan. J'ai déverrouillé la porte de la chambre. Le couloir du 2e étage était vide. D'en bas, l'odeur de café frais, bacon et œufs montait. J'ai discrètement garé ma valise hors de vue près du haut des escaliers, puis suis descendu. Dès que j'ai mis le pied dans la cuisine ouverte, j'ai vu Linda assise rigidement à l'îlot. Tiffany était affalée sur un tabouret de bar en face d'elle, ne cachant même pas son regard noir. David était assis à la table de la salle à manger formelle dans la pièce suivante. Le côté de son visage était légèrement rouge d'où il avait apparemment mal dormi, le faisant paraître à la fois en colère et pathétique. Personne ne m'a offert de café. Personne ne m'a demandé de m'asseoir. Ils m'ont juste fixé, attendant de voir jusqu'où j'étais prête à ramper. Linda a parlé en premier. Sa voix était lente, mesurée et autoritaire. « Assieds-toi. Je ne le dirai qu'une fois pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. » J'ai tiré une chaise en face de David et me suis assise, gardant le dos parfaitement droit, les mains croisées sur mes genoux. « J'écoute, Linda. » Elle m'a regardé de haut en bas, ses yeux s'arrêtant sur le masque sur mon visage avant de dire, concernant l'incident d'hier, « Je ne prends pas parti, mais une femme doit connaître sa place et respecter ses aînés. Tu viens juste de rejoindre cette famille et tu argumentes déjà avec ton mari, ta belle-sœur et même moi. C'est inacceptable. » Je n'ai rien dit, a-t-elle continué. Pour être complètement honnête, si tu veux rester dans cette maison et avoir une vie paisible, la toute première chose que tu dois faire est de t'excuser. J'ai levé les yeux. Je savais que ce discours n'allait être qu'un tribunal kangourou déguisé en réunion familiale. J'ai regardé Linda droit dans les yeux, me sentant remarquablement calme. Je suppose que quand on pousse quelqu'un au-delà de sa limite absolue, la rage brûle, laissant derrière une logique froide et dure. J'ai demandé, à qui exactement suis-je censé m'excuser? Linda a rétorqué comme si elle avait répété. D'abord, à ton mari. Peu importe ce qui arrive, tu n'as pas le droit d'argumenter avec lui à la table du dîner. Deuxièmement, excuse-toi auprès de moi et de Tiffany pour ton attitude irrespectueuse. Une femme se comportant comme ça est intolérable. J'ai hoché lentement la tête et tourné mon regard vers David. Il était assis immobile, le menton relevé,
ressemblant à un empereur attendant la reddition d'un paysan. Il n'y avait pas une once de remords dans ses yeux. J'ai demandé. Et la gifle d'hier? David a ricané. Tu es encore bloqué là-dessus? J'ai répondu, pourquoi ne le serais-je pas? Tu m'as frappé au visage devant ta mère et ta sœur. Je pense que ça mérite d'être discuté. Tiffany est immédiatement intervenue. Oh mon Dieu, passe à autre chose. Mon frère a perdu son calme. Ça arrive à tout le monde. C'est toi qui as retourné toute la maison. Je me suis tourné vers elle. Un homme adulte a perdu son calme et frappé sa femme. Et pour toi? C'est juste que ça arrive. Tiffany a bégayé une seconde, puis relevé le menton. Arrête de tordre mes mots. Voyant la tension monter à nouveau, Linda est intervenue. Assez. Revenir sur hier ne résoudra rien. Je t'ai appelé ici pour trouver une solution. Si tu veux vraiment sauver ce mariage, tu dois apprendre à avaler ta fierté. Je suis resté silencieuse un moment, puis ai demandé. Que implique exactement ta solution? Linda, en articulant chaque mot, l'a exposé. 1. Tu t'excuses auprès de David et du reste d'entre nous. 2. Plus d'arguments comme hier soir. 3. Quand tes congés seront terminés, tu vas à ton bureau et soit tu passes à un poste à temps partiel, soit tu démissionnes entièrement pour l'instant. Nous n'aurons pas de chaos dans cette maison. J'ai écouté ces termes et j'ai vraiment voulu rire. Donc, c'était leur idée de parler comme des adultes. Aucune responsabilité, aucune tentative de réparer la relation, juste me forcer à accepter une soumission totale sous le prétexte de sauver le mariage. J'ai levé la main et retiré mon masque bleu. L'empreinte de main sombre et gonflée sur ma joue était entièrement visible dans la lumière vive du matin. J'ai dit, regardez bien. C'est le prix de ne pas avaler ma fierté. Linda a cligné des yeux mais a immédiatement détourné le regard. Ne sois pas dramatique. Je l'ai fixé. Suis-je dramatique? Ou êtes-vous complètement fou? David a finalement parlé. Sa voix était basse, menaçante. Tu as fini? Je me suis tourné vers lui. Non, j'ai une dernière question pour toi. Qui t'a donné le droit d'appeler mon patron et de discuter de ma démission dans mon dos? David a figé une fraction de seconde. Un très bref éclair, mais je l'ai capté. Il s'est rapidement repris. Je suis ton mari. Je vois ce qui est mieux pour notre famille, et je m'en suis occupé. Mieux pour notre famille, ai-je répété. Ou mieux pour me contrôler? La pièce est devenue morte silencieuse. Linda a rapidement interjeté. Comment peux-tu dire ça? Ton mari essaie de te fournir et tu l'accuses de choses terribles. Je l'ai regardé droit à travers elle. S'il se souciait vraiment, il ne serait pas allé dans mon dos pour saboter ma carrière avant même que nous marchions vers l'hôtel. La mâchoire de Tiffany est tombée. Elle a regardé David, clairement ignorante qu'il avait fait ça. Le visage de David s'est assombri encore plus. Il a claqué son poing sur la table. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Allison? J'ai répondu immédiatement sans rater un battement. Je veux du respect. David a laissé échapper un rire moqueur. Du respect? Après le coup que tu as fait hier soir, tu exiges du respect? J'ai répondu lentement. Le respect n'est pas une récompense que tu donnes seulement aux gens qui s'inclinent devant toi. Cela les a tous réduits au silence. J'ai repoussé ma chaise et me suis levé. Linda a demandé, soudain anxieuse, où vas-tu? J'ai baissé les yeux vers eux. Je pense que cette conversation est terminée. David a bondi de sa chaise. Assieds ton cul. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. J'ai rencontré ses yeux, ma voix stable et complètement vide d'émotion. Tu es confus, David. La seconde où tu as posé les mains sur moi, tu as perdu le droit de me dire de m'asseoir, de me lever, de rester ou de partir. Sur ce, je me suis retourné sur mes talons et ai marché vers les escaliers. Derrière moi, j'ai entendu Linda crier, Tiffany grogner, et le bruit fort d'une chaise alors que David la repoussait violemment. Je ne me suis pas retourné. Si j'hésitais ne serait-ce qu'une seconde, il m'assaillirait à nouveau, et ma décision était prise. Je ne resterai pas pour la gifle numéro 2. J'ai monté les escaliers, suis allé directement dans la chambre et fermé la porte.
Je ne l'ai pas verrouillé immédiatement. Mes mains étaient stables, mais mon cœur martelait contre mes côtes. En bas, David hurlait. Une rage déchaînée à part entière. Je comprenais parfaitement la psychologie. Un homme habitué à la domination absolue ne peut tout simplement pas traiter la réalité de quelqu'un le regardant dans les yeux et s'en allant. Je me suis retourné et attrapé la poignée de ma valise. J'avais emballé tout ce qui était vital la nuit précédente. Vêtements, documents, argent, chargeur, ordinateur portable. Tout ce qui restait était de chronométrer ma sortie. Mon téléphone a commencé à vibrer sans fin dans ma poche. Je l'ai sorti. 5 appels manqués de David. 2 textos. Descends ici tout de suite. Ne m'oblige pas à monter. Je les ai lus, verrouillé l'écran, et envoyé un texto à Valérie. Je pars tout de suite. Valérie m'a appelé immédiatement. J'ai répondu, gardant ma voix basse. Je sors par la porte dans 1 minute. Valérie a demandé rapidement. Tu es seul? Dois-je envoyer l'Uber? J'ai attrapé la fermeture de mon sac fourre-tout et répondu, commande-le. Dis-leur d'attendre au bout du pâté de maison, comme 4 maisons plus loin. Je ne veux pas que la voiture reste dans l'allée. Fait, a dit Valérie. Le chauffeur s'appelle Carlos Honda Noir. Je t'envoie les plaques maintenant. Compris, ai-je murmuré et raccroché. À cet exact moment, des pas lourds sprintants ont résonné dans le couloir. David a violemment frappé à la porte de la chambre. Allison, ouvre cette putain de porte. J'ai pris une profonde inspiration, mis la sangle du fourre-tout sur mon épaule, et calmement tourné le verrou de l'intérieur. La voix de David a monté en un rugissement. Je te le dis pour la dernière fois. Ouvre cette porte pour qu'on puisse parler. Je suis resté parfaitement immobile au milieu de la chambre. La voix de Linda s'est jointe, frénétique. Allison, ne fais pas de scène. Parlons juste. J'ai fixé la porte, dépourvu de tout doute. Au cours des 24 dernières heures, j'avais entendu parler calmement, ne fais pas de scène, et compromet plus de fois que je ne pouvais compter. Mais ces mots n'étaient jamais utilisés pour arrêter l'homme qui m'avait frappé. Ils étaient seulement utilisés pour museler la victime. J'ai appelé à travers la porte. Je pars. Un silence est tombé de l'autre côté pendant un battement de cœur. Puis David a rugi. Tu n'oserais pas. Regarde-moi, ai-je répondu. Les coups sur la porte sont devenus frénétiques. Le bois a tremblé dans son cadre. J'ai fait un pas en arrière, serrant inconsciemment mon sac. David a sifflé à travers le bois. Si tu sors de cette maison, tu ne reviendras jamais. J'ai souri d'un sourire sombre et sans humour. Ne t'inquiète pas, je ne prévoyais pas de le faire. Cela a versé de l'essence sur un feu. Je l'ai entendu crier une série de jurons suivis de la voix stridente de Tiffany. David, elle bluffe. Si elle veut agir comme une ordure et partir, laisse-la. Linda a paniqué. Les enfants, arrêtez. Les voisins vont entendre. J'ai vérifié mon téléphone. L'Uber arrivait dans 1 minute. J'ai vérifié l'heure, puis regardé la fenêtre de la chambre. Nous étions au 2e étage. Le balcon donnait sur le jardin arrière. Je n'avais pas besoin de sauter. J'avais juste besoin d'une distraction. J'ai tiré ma valise jusqu'à la porte et attendu. La dispute hurlante dans le couloir a commencé à migrer vers les escaliers. On aurait dit que Linda traînait physiquement David pour l'empêcher de défoncer la porte et de causer un scandale de banlieue. Dès que les voix ont descendu l'escalier, j'ai discrètement déverrouillé le verrou et entrouvert la porte. Le couloir était vide. Je n'ai pas hésité. Valise dans une main, sac fourre-tout sur l'épaule. Je suis sorti de la chambre, fermé doucement la porte, et couru vers l'escalier arrière au bout du couloir. Il menait directement à la buanderie et à la terrasse arrière. Il l'utilisait rarement, préférant le grand escalier du foyer. Mes pas étaient légers, rapides et propulsés par l'adrénaline. J'ai atteint le rez-de-chaussée, contourné la buanderie, et me suis glissé par la porte arrière. Je me suis figé sur la terrasse 1 seconde, écoutant. Les cris étaient encore confinés au salon avant. Ils n'avaient pas réalisé que j'étais parti. J'ai déverrouillé la porte latérale et traîné ma valise sur le trottoir. L'air frais du matin a frappé mon visage,
frais et incroyablement léger. J'avais été dehors de cette maison moins de 30 secondes, et déjà le poids suffocant sur ma poitrine se soulevait. J'ai pratiquement couru jusqu'au bout du pâté de maison. La Honda noire tournait au ralenti exactement où Valérie avait dit. Le chauffeur a baissé la vitre. Allison. J'ai hoché la tête. Oui. Pouvez-vous ouvrir le coffre, s'il vous plaît? Juste au moment où je hissais la valise dans le coffre, mon téléphone a commencé à sonner. C'était David. J'ai fixé l'écran, refusé l'appel, et immédiatement bloqué son numéro. Puis un autre appel est venu d'un numéro inconnu. J'ai bloqué celui-là aussi. Je suis monté sur la banquette arrière, tiré la porte et regardé en arrière la rue menant à la maison où mon mariage avait duré moins de 48 heures. Les pelouses manucurées et les façades en briques grandioses semblaient parfaitement sereines. Personne passant en voiture n'aurait jamais deviné ce qui venait de se passer à l'intérieur. J'ai ajusté mon masque, appuyé ma tête contre l'appui-tête, et laissé échapper une longue expiration tremblante. La voiture est partie. Je savais qu'à partir de ce moment, je n'étais plus la toute nouvelle belle-fille de la famille locale riche. J'étais juste moi, une femme, se tirant du plus gros erreur de sa vie. L'Uber a fusionné sur l'autoroute, se dirigeant vers la ville. Je suis resté assise à l'arrière, mes mains encore glacées malgré le soleil brillant à travers les fenêtres. Le téléphone dans ma poche vibrait sans relâche. Même si j'avais bloqué David, des numéros inconnus continuaient à apparaître. Je n'avais pas besoin de deviner qui c'était. Cette famille ne me laisserait pas partir facilement. Non pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que leurs égos ne pouvaient pas supporter que quelqu'un n'échappe à leur contrôle. J'ai entrouvert la vitre. Le flux d'air d'autoroute a inondé l'habitacle, portant l'odeur d'échappement et d'asphalte. C'était la plus belle chose que j'avais jamais respirée. Il y a un peu plus d'un jour, j'étais debout dans une robe blanche, souriant pour les caméras, croyant entrer dans un partenariat aimant. Maintenant j'étais à l'arrière d'un Uber avec ma vie emballée dans une valise, un visage contusionné, un cœur brisé, mais un esprit plus clair que jamais. Valérie a texté, « Fais-moi savoir quand tu es proche. » J'ai répondu, « Je suis dans la voiture. » Puis après une pause, j'ai ajouté, « Merci. » Elle a répondu instantanément. « Tais-toi. Ramène-toi juste. On gérera le reste. » J'ai fixé l'écran et des larmes ont piqué mes yeux. Parfois une phrase directe d'une amie suffit à te rappeler que tu ne combats pas une guerre seule. 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée au complexe d'appartements de Valérie en ville. J'ai attrapé ma valise et levé les yeux. Valérie attendait déjà près des portes vitrées du lobby. Dès qu'elle m'a vu, elle a couru et m'a jeté ses bras autour. Elle n'a posé aucune question. J'ai figé une seconde, puis lentement serré dans mes bras en retour. Depuis la gifle la nuit précédente, je n'avais versé aucune larme. Non pas parce que j'étais anormalement forte, mais parce que je savais que si je commençais à pleurer dans cette maison, ils l'utiliseraient contre moi. Mais maintenant, enfouissant mon visage dans l'épaule de ma meilleure amie, une grosse boule s'est formée dans ma gorge. Valérie s'est légèrement reculée, a regardé mon visage, et a sifflé entre ses dents. « Il t'a fait ça ?» J'ai hoché la tête. Ses yeux ont flashé de pure fureur non diluée. Ce morceau de « Allons en haut », ai-je murmuré. L'appartement de Valérie était petit, mais incroyablement cosy. Dès que j'y suis entré, c'était comme si un poids de 100 livres tombait de mes épaules. Valérie a roulé ma valise dans la chambre d'amis. « Tu restes ici aussi longtemps que tu en as besoin. » Je me suis assise au bord du lit d'invité, regardant la chambre lumineuse, les draps propres, le petit bureau près de la fenêtre, et ai enfin laissé la tension s'écouler de mes muscles. J'ai vraiment réussi à sortir. Valérie m'a apporté une tasse de thé chaud, et s'est assise en face de moi. « Ok, raconte-moi tout. » J'ai pris une gorgée et commencé à parler. Je lui ai parlé du dîner, des exigences de servir Tiffany, David essayant de me forcer à quitter mon emploi, la découverte de son appel à mon patron, et la gifle devant sa mère et sa sœur. Je lui ai dit comment Linda utilisait sa voix douce pour exiger des excuses, comment David avait essayé de défoncer ma porte, et comment ils étaient assis à la table du petit déjeuner s'attendant à ce que je m'incline comme un chien discipliné. Valérie a écouté sans interrompre, ses mains se serrant de plus en plus fort autour de sa propre tasse. Quand j'ai fini, j'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les photos, joué l'enregistrement audio, et montré les textos d'Andrew, mon patron.
Valérie a tout examiné, puis levé les yeux. Tu vas demander le divorce? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai regardé par la fenêtre où le soleil projetait un long rayon brillant sur le sol. Il y a 36 heures, j'étais une mariée. Maintenant je contemplais le mot divorce. C'était une pilule amère, mais étrangement je ne ressentais aucune hésitation. Oui, ai-je dit. Je ne retournerai jamais là-bas. Valérie a hoché fermement la tête. Bien. Ne retourne pas. Mais nous devons le faire dans les règles. Tu as des preuves. Maintenant nous avons besoin d'un avocat. Je me suis souvenu du nom que j'avais regardé la nuit précédente. Je suis d'accord. Je vais appeler Nick d'abord pour avoir un aperçu et ensuite je trouverai un requin. Et tes parents? A demandé Valérie. Ils savent? J'ai secoué la tête. Non. J'avais trop peur de leur dire pendant que j'étais piégé dans cette maison. J'étais terrifié que mon père conduise là-bas avec une batte de baseball et que les choses s'aggravent en implications policières pendant que j'étais encore sous leur toit. Valérie a soupiré, tu dois leur dire, Al, mais peut-être attends ce soir quand tu te seras décompressé. Pour l'instant, ta priorité est de te reposer et de manger quelque chose. On organisera la salle de guerre ce soir. J'ai hoché la tête. J'avais désespérément besoin de me recalibrer, non pas pour pleurer un mariage mort, mais pour m'assurer que chaque étape que je prendrais ensuite soit impeccable. Mon téléphone a vibré sur la table. Un autre numéro inconnu. J'ai fixé une seconde, puis refusé. Quelques secondes plus tard, un e-message est apparu. Allison, tu t'es joué toi-même. Si tu avais le courage de partir, ne viens pas pleurer quand notre famille te ruinera. Tu ne sortiras pas de ça proprement. C'était Tiffany. Je l'ai lu et ai en fait souri. Même maintenant, il pensait que les menaces étaient le moyen de me ramener au bercail. J'ai pris une capture d'écran, l'ai mise dans le dossier preuve, et bloqué le numéro. Valérie m'a regardé. C'était qui? L'ex-belle-sœur, ai-je répondu. Dire le mot ex m'a donné la première véritable poussée d'énergie que j'avais ressentie depuis des jours. Mais je savais aussi que sortir par la porte n'était que l'étape 1. Une bataille légale arrivait, et cette famille n'allait pas tomber silencieusement. Cet après-midi-là, après avoir mangé un bol de pâtes que Valérie avait préparé, je me suis assise au petit bureau près de la fenêtre. J'ai étalé mon téléphone, un bloc légal, et mes documents, organisant tout pour construire ma chronologie. Plus je l'étalais, plus l'image devenait claire. Les événements des 2 derniers jours semblaient chaotiques quand je les vivais, mais sur papier, ils formaient une chaîne hautement calculée d'abus et de contrôle. De David appelant mon patron en secret avant le mariage à la demande immédiate que je quitte ma carrière en utilisant le premier dîner familial comme test de loyauté à la violence physique et au gaslighting familial orchestré. Rien n'était une erreur. J'étais simplement tombé pour une belle façade. Valérie s'est assise en face de moi, m'aidant à rédiger la chronologie chronologique. « Tu as ton certificat de mariage ?» a-t-elle demandé. « J'ai la copie certifiée dans mon dossier », ai-je dit. « Parfait », a-t-elle dit. Pièce d'identité, contrat de travail, relevé bancaire, texto, audio, photo de blessure, regroupe tout. Plus nous serons pointilleux, mieux ce sera. J'ai sorti mon dossier et commencé à empiler les documents. En regardant la pile, je me suis soudain souvenu de la nuit avant mon mariage. Ma mère était assise sur mon lit tenant mes mains, disant « Allison, quand tu entres dans un mariage, n'oublie jamais de te protéger. » J'avais ri, lui disant qu'elle regardait trop de true crime. Assise ici maintenant, j'ai réalisé qu'on ne comprend vraiment les avertissements de sa mère que quand on saigne. J'ai pris mon téléphone, fait défiler mes contacts, et composé le numéro de Nick. Ça a sonné quelques fois avant qu'il réponde. Nick. Et, c'est Allison, la femme de ton cousin. Il avait l'air surpris. Oh, et, Allison. Félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai croisé le regard de Valérie et suis allé droit au but. J'ai besoin de conseils légaux concernant un mariage et le processus d'annulation ou de divorce. C'est une urgence. Nick est resté silencieux un moment. Si c'est une urgence, donne-moi les points clés. Je lui ai donné la version stérile et factuelle. Marié il y a 2 jours, agressé physiquement par le mari, coercition financière et professionnelle.
J'avais fui le domicile conjugal et j'avais des preuves solides de tout. Quand j'ai fini, le ton de type familial de Nick avait disparu. Il était entièrement en mode avocat. Ok. Étape 1, tu dois aller aux urgences ou à l'hôpital immédiatement et faire documenter cette contusion médicalement. Dis-leur exactement qui l'a fait. Étape 2, sauvegarde tous les fichiers originaux. Ne coupe ni n'édite l'audio. Étape 3, si tu es 100% fini, tu as besoin d'un avocat en droit de la famille impitoyable. Je connais quelqu'un en ville qui est un tueur au tribunal. Elle s'appelle Sarah. Je t'enverrai ses infos par texto. J'ai senti le nœud serré dans ma poitrine se desserrer un peu. Merci, Nick. Sérieusement. Et Allison, a ajouté Nick, à partir de cette seconde. Si sa famille te contacte avec des menaces, documente-le. Ne rencontre pas ton mari seul. Lieu public ou avec représentation seulement. Compris, ai-je dit. J'ai raccroché et Valérie a haussé les sourcils. Eh bien, il m'envoie le numéro d'un requin, ai-je dit. Valérie a expiré lourdement. Dieu merci. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. Maman. J'ai fixé l'écran, mes mains se sentant soudain comme du plomb. Je savais que je devais leur dire, mais au moment où le temps est venu. Ma poitrine s'est serrée. Valérie a tendu la main et tapoté la table. Réponds, Al. Tu ne peux pas te cacher dans un bunker pour toujours. J'ai glissé pour accepter. Et, maman. Allison, où es-tu? A-t-elle demandé immédiatement. J'ai appelé plus tôt. Tu n'as pas répondu. Tu as une drôle de voix. J'ai mordu ma lèvre. Tous les discours soigneusement répétés se sont évaporés. Tout ce que je pouvais gérer était « Maman, je suis chez Valérie ». La ligne est devenue morte silencieuse. Chez Valérie? Pourquoi n'es-tu pas à la maison de David? J'ai serré les yeux fermés. Maman, je dois te dire ce qui s'est passé. Je lui ai tout dit. Je n'ai pas édulcoré. Je n'ai pas minimisé. Et je n'ai pas exagéré. Au début, ma mère était mortellement silencieuse. Mais quand je suis arrivé à la partie où David m'avait frappé au visage à la table du dîner, je l'ai entendu laisser échapper un halètement aigu. En arrière-plan, la voix tonnante de mon père a soudain coupé. Il l'a frappé. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai forcé le mot. Oui. Il y a eu un horrible silence sur la ligne, et puis ma mère a commencé à sangloter. Entendre ses pleurs a brisé le barrage que j'avais tenu toute la journée. J'ai tourné la tête vers la fenêtre, mes propres yeux brûlants de larmes. Puis mon père a pris le téléphone. Sa voix tremblait de rage, mais il parlait avec une clarté terrifiante absolue. Allison, n'aie pas peur. Ta mère et moi montons dans la voiture tout de suite. La panique a piqué dans ma poitrine. Papa, non. Ne va pas à leur maison. Je suis déjà sorti. Je suis en sécurité chez Valérie. Je gère ça légalement avec un avocat, avec des preuves. Ne va pas là-bas et leur donne des munitions pour appeler les flics sur toi. Ça ne fera qu'empirer les choses. Mon père est resté silencieux longtemps. Finalement, il a dit lentement. Ok, je t'entends. Mais souviens-toi de ça. Notre famille n'a peur de personne. Tu n'auras jamais, jamais à tolérer d'être traité comme ça. Les larmes ont finalement coulé sur mes joues. Après cet appel, je suis restée silencieuse longtemps. Valérie n'a pas dit un mot. Elle a juste glissé une tasse de thé fraîche à travers la table. Je savais alors qu'il n'y avait absolument aucun retour en arrière et honnêtement je ne voulais pas. Le lendemain matin je me suis réveillé tôt. Malgré l'épuisement mental des derniers jours, je ne pouvais pas dormir profondément. Le soleil du matin tranchait à travers les stores de Valérie, posant une bande brillante sur le sol. Je me suis assise au bord du lit et ai doucement touché ma joue gauche. Le gonflement avait un peu diminué, mais la douleur sourde était encore là. Ce n'était plus choquant. C'était un rappel froid. Si je montrais de la faiblesse, je serais soumise à cette douleur à nouveau. Valérie était déjà dans la cuisine. En m'entendant bouger, elle s'est retournée. J'ai fait de l'avoine. Mange et ensuite nous allons aux urgences. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assises en face l'une de l'autre,
mangeant dans un quasi-silence. Parfois l'amitié n'a pas besoin d'un monologue. Un bol d'avoine chaud le pire matin de ta vie suffit à se sentir ancré. Après le petit déjeuner, j'ai mis un jean et un pull, tiré mes cheveux en arrière, et mis mon dossier de preuve dans mon sac. Avant de partir, j'ai vérifié mon téléphone. Plusieurs autres appels manquaient de numéros inconnus. Et un e-message de David envoyé depuis un email iCloud. Si tu as un brin de santé mentale restant, rentre à la maison et parlons comme des adultes. Ne pousse pas ça au-delà du point de non-retour. J'ai fixé l'écran, pris une capture d'écran, et l'ai mis dans le dossier preuve. Le mot semblait raisonnable pour un étranger, mais je connaissais la traduction. C'était le ton d'un homme qui croyait encore pleinement posséder les frontières de ma réalité. La clinique des urgences était occupée. Le bourdonnement d'une télé dans le coin, le cliquetis des claviers, le traînement des pieds, tout semblait bizarrement normal. Je suis resté assise sur la chaise en plastique, serrant mon dossier, me sentant incroyablement vidé. Il y a quelques jours, je débattais quelle photo poster pour ma lune de miel. Maintenant j'attendais qu'un médecin documente une batterie domestique. Quand l'assistant médical a demandé comment j'avais eu la blessure, j'ai fait une pause une seconde avant de dire clairement. Mon mari m'a frappé. Le dire à un étranger dans un cadre clinique était brutal. Mais au moment où les mots sont sortis de ma bouche, un poids massif s'est soulevé. Admettre la vérité à voix haute est la première étape pour tuer le déni. L'assistant médical a documenté la contusion des tissus mous sur ma pommette gauche, noté le gonflement, pris des photos médicales, et m'a donné les papiers de sortie. En sortant de la clinique avec ce dossier médical en main, mon sang s'est glacé, mais ma colonne était en acier. C'était officiel. C'était sur papier. Personne ne pourrait jamais me gaslighter pour penser que ce n'était pas si grave. Cet après-midi-là, Valérie et moi sommes entrés dans le bureau en centre-ville de Sarah, l'avocate en droit de la famille recommandée par Nick. C'était un bureau élégant et calme avec des fenêtres du sol au plafond. Je me suis assise en face du lourd bureau en acajou, sortant les objets de mon dossier un par un. Les photos de mon visage, le rapport médical, le fichier audio sur une clé USB, les textos menaçants de Tiffany, les textos manipulateurs de David, et les emails de mon patron confirmant l'interférence de David. Sarah a tout examiné avec le détachement clinique d'un chirurgien. Elle a posé quelques questions clarificatrices concernant la chronologie, puis a remonté ses lunettes et m'a regardé droit dans les yeux. « Tu as fait exactement la bonne chose en sortant de là immédiatement », a dit Sarah. Quand un mariage commence par une violence physique aiguë et une coercition financière en 48 heures, toute tentative de réconciliation n'est que soumission à une prise d'otage. Je suis resté assise calmement, absorbant ces mots. Elle a continué, parce que le mariage est si court, nous déposerons pour une annulation basée sur la fraude, spécifiquement qu'il a mal représenté ses intentions concernant ta carrière et ta sécurité physique pour t'induire au mariage. Si le juge n'accorde pas l'annulation, nous pivotons immédiatement vers un divorce fondé sur faute, citant une cruauté physique et mentale extrême et répétée. L'enregistrement audio va l'enterrer. La règle d'or maintenant, contact zéro absolu. S'il se présente à ton travail ou à la maison de tes parents, nous demandons une ordonnance de restriction. Je comprends, ai-je dit. En sortant du cabinet d'avocat, la ville passait à la soirée. Le vent du lac Michigan était chaud et portait l'odeur de la ville. Pour la première fois depuis la gifle, je ne me sentais pas comme un débris pris dans un ouragan. J'avais une stratégie. J'avais une représentation légale. J'avais des preuves. J'avais mes amis et mes parents formant un mur impénétrable derrière moi. Si la famille de David pensait que j'allais ramper en arrière et supplier d'être une épouse traditionnelle, ils avaient grossièrement mal calculé. 3 semaines plus tard, les papiers ont été officiellement signifiés. J'étais assise dans le bureau de Sarah regardant un épais classeur légal avec mon nom dessus. Ça ressemblait à regarder les décombres d'une tornade qui avait déchiré ma vie. Les photos, les dossiers médicaux, la transcription audio, les textos groupés ensemble. Ce n'était pas une série d'arguments malheureux. C'était un portrait cristallin d'un piège dont j'avais échappé de justesse. La famille de David est passée en sur-régime. D'abord, David a fait exploser mon téléphone via des applications tierces. Quand je n'ai pas répondu, son ton est passé de « j'ai perdu mon calme ». Réparons ça. À des menaces vicieuses. Tu penses que quelques enregistrements te rendent intouchable? Tu vas regretter d'avoir essayé d'humilier ma famille.
J'ai pris des captures d'écran de chacun et les ai envoyées à Sarah. Linda a même trouvé le numéro de téléphone de ma mère et l'a appelé. Elle a joué la mère en pleurs victimisée, gémissant que j'étais irrespectueuse, que j'avais fui, que j'avais brisé le cœur de son fils et essayait maintenant de traîner leur bon nom de famille dans la boue au tribunal. Ma mère a écouté, l'a laissé finir, et puis a délivré une seule phrase. « Ton fils a posé les mains sur ma fille. Elle a tous les droits de partir. » Et elle a raccroché. Je n'avais jamais compris la vraie valeur d'un système de soutien fort jusqu'à cet exact moment. Une session de médiation obligatoire a été programmée peu après les dépôts. Je suis entré dans la salle de conférence avec Sarah. David est entré avec son avocat, paraissant complètement défait. Tiffany n'était pas là, mais l'énergie toxique de sa famille rayonnait de lui. David m'a fusillé du regard pendant tout le temps. Ses yeux étaient un mélange de fureur et de véritable perplexité. Il ne pouvait pas comprendre comment la femme qui lui avait souri à l'hôtel était maintenant assise en face de lui, flanquée d'une avocate requin, le regardant avec une indifférence absolue. Le médiateur a demandé s'il y avait de la place pour la réconciliation. J'ai répondu fermement, non. Quand on m'a demandé d'élaborer, j'ai dit, je refuse de rester légalement lié à un homme qui utilise la violence physique et à une famille qui voit le contrôle psychologique et financier comme des valeurs traditionnelles. David a immédiatement explosé. J'ai perdu mon calme une fois et elle a planifié tout ça. Elle m'a appâté, l'a enregistré, et s'est enfuie. Elle essaie de m'extorquer. Je l'ai regardée et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de douleur. J'ai ressenti de la pitié. C'était vraiment pathétique. J'ai demandé, si je n'avais pas enregistré, David, serais-tu assis ici aujourd'hui en admettant que tu m'as frappé? Il a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Sarah a calmement tendu la main et tapoté son ordinateur portable. Le fichier audio de ce dîner a joué fort dans la salle de conférence silencieuse. Je te le dis pour la dernière fois. Serre le ragoût. Le craquement sec et indubitable de la gifle. La voix de Tiffany. Elle l'avait mérité. La voix de Linda. Une femme mariée doit apprendre à compromettre. Chaque mot est tombé dans le silence de la pièce comme une guillotine, tranchant les derniers fils désespérés de leurs mensonges. L'avocat de David a fermé son dossier et s'est frotté les tempes. Il savait que c'était fini. Après ça, le processus légal a avancé rapidement. Ils ont arrêté d'essayer de m'intimider et ont juste essayé de retarder les papiers, mais Sarah les a poussés impitoyablement. Je n'ai pas précipité ma guérison. Je suis retourné au travail. Andrew, mon patron, a tenu parole et a fait en sorte que ma promotion passe, gardant ma vie professionnelle entièrement isolée du drame. Valérie a gardé sa chambre d'amis ouverte pour moi jusqu'à ce que je sois prête à déménager. Mes parents appelaient tous les jours non pas pour fouiner, mais juste pour s'assurer que je mangeais et prenais soin de moi. Quelques mois plus tard, l'annulation a été finalisée. Je suis sorti du palais de justice du centre-ville, tenant le décret signé en main. J'ai levé les yeux vers le ciel bleu vif de Chicago. Le vent a ébouriffé mes cheveux. Le bleu sur ma joue avait disparu des mois plus tôt, mais je savais que j'étais parti avec quelque chose de bien plus permanent qu'une cicatrice. Je m'étais sauvé. Je n'avais pas sauvé le mariage, mais j'avais sauvé ma vie d'être écrasé dessous. J'ai finalement plongé dans mon nouveau rôle de chef d'équipe et loué un bel petit appartement proche du bureau. J'ai passé mes week-ends à rendre visite à mes parents, à bruncher avec Valérie, et à réapprendre lentement à vivre sans constamment regarder par-dessus mon épaule. Je ne croyais plus aux promesses de contes de fées parler aux hôtels. Mais je n'avais pas perdu foi en moi-même juste à cause d'une erreur catastrophique. J'ai appris la leçon la plus dure de toutes. Une femme peut aimer de tout son cœur, mais elle doit toujours garder une stratégie de sortie, un esprit clair, et une prise incassable sur sa propre dignité.